As-tu déjà été dans un avion en train de regarder cette carte interactive du vol et tu t'es demandé « Pourquoi suivons-nous cet itinéraire si étrange ?» Si tu observes attentivement les routes aériennes du monde, un fait saute aux yeux. L'immense océan Pacifique Sud est pratiquement vide de vols commerciaux. Il ressemble à un vide sur la carte, comme si les avions l'évitaient intentionnellement. Et en réalité, c'est le cas. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi cette vaste étendue bleue de notre planète est presque un désert aérien. Et non, cela ne se résume pas à une question d'efficacité ou de coûts en carburant. Il s'agit d'un sujet bien plus sérieux, la sécurité. Traverser le Pacifique Sud signifie survoler l'une des zones les plus isolées du monde, où si quelque chose tourne mal, l'aéroport le plus proche peut se trouver à des centaines, voire des milliers de kilomètres. Dans ce cas, un atterrissage d'urgence n'est pas une simple manœuvre, c'est une question cruciale de survie. Le Pacifique Sud n'est pas simplement immense, il est presque inimaginablement vaste. Avec plus de 70 millions de kilomètres carrés, il est plus grand que toutes les masses terrestres de la planète réunies. Mais ce qui inquiète vraiment les pilotes, ce n'est pas seulement sa taille, c'est ce qui n'y est pas. Le vide, comparons. Lorsqu'un avion traverse l'Atlantique Nord, il survole également un océan. Mais cette zone est parsemée de points de sécurité. Des aéroports situés au Canada, au Groenland, en Islande ou au Royaume-Uni garantissent qu'en cas d'urgence, il y ait toujours une piste d'atterrissage relativement proche. Rarement un avion est à plus de 2 heures d'un endroit où il peut se poser. Maintenant, imagine un vol entre Sydney et Santiago. L'itinéraire direct traverse le cœur du Pacifique Sud, une région où l'on pourrait littéralement passer des heures, sans qu'aucun aéroport ne se trouve à des centaines ou des milliers de kilomètres à la ronde. Ce qui nous amène à l'une des principales raisons pour lesquelles les vols commerciaux évitent cette partie du monde. La réglementation ETOPS est une règle qui détermine jusqu'à quelle distance un avion bimoteur peut s'éloigner de l'aéroport le plus proche. Elle se mesure non pas en kilomètres, mais en temps. Combien de minutes peut-on voler avec un seul moteur en cas de panne? À l'origine, les jets bimoteurs n'étaient autorisés à s'éloigner que de 60 minutes d'un lieu sûr. Juste assez pour traverser la Manche sans enfreindre les règles. Aujourd'hui, les avions les plus avancés, comme le Boeing 787 ou l'Airbus A350, peuvent voler plus de 6 heures avec un seul moteur en fonctionnement. Cela équivaut à environ 370 minutes d'autonomie d'urgence. Et bien que cette capacité ait considérablement élargi les routes possibles, le Pacifique Sud reste une région extrême qui pousse ses limites à l'extrême. Tu te demandes peut-être? Et les avions géants à 4 moteurs, comme l'Airbus A380 ou le Boeing 747, ne sont-ils pas exemptés de cette règle? Techniquement, oui. Les règles ETOPS ne s'appliquent pas aux avions quadrimoteurs. Mais cela ne signifie pas que les compagnies aériennes veulent en prendre des risques. Même avec 4 moteurs, personne ne veut se retrouver à des heures du premier aéroport disponible en cas de problème grave. Et il ne s'agit pas uniquement de pannes mécaniques, qui sont aujourd'hui très rares. Il peut s'agir d'urgences médicales, d'incendies à bord ou de pertes de pression dans la cabine qui nécessitent un atterrissage immédiat. Si quelqu'un fait une crise cardiaque au-dessus de l'Atlantique Nord, on peut dérouter le vol vers l'Islande, l'Irlande ou le Canada en moins de 2 heures. Mais au-dessus du Pacifique Sud, les options sont rares et éloignées. Un autre concept clé entre ici en jeu, le point de non-retour. Lorsqu'un pilote traverse de vastes zones océaniques, il trace mentalement une ligne, le moment où il est plus rapide de continuer que de revenir. Une fois ce point franchi au-dessus du Pacifique Sud, il n'y a plus de retour possible. Et à partir de là, toute urgence devient un défi à grande échelle, sans marge d'erreur. Et maintenant, une donnée surprenante. Lorsque nous regardons une route aérienne sur une carte traditionnelle, on pense que la ligne droite est le chemin le plus court. Mais comme la Terre est ronde, le trajet le plus efficace entre 2 points est en réalité une courbe, appelée la route du Grand Cercle. Un bon exemple est le vol entre New York et Tokyo. Sur une carte plane, il semble logique de survoler directement le Pacifique, mais la trajectoire optimale passe par le nord, via l'Alaska et l'extrême est de la Russie. C'est plus rapide et cela maintient l'avion relativement proche de la terre ferme. Il en va de même pour le Pacifique Sud. Si l'on trace le chemin le plus court entre Sydney et Santiago sur un globe, on remarque qu'il ne passe pas par le centre de l'océan, mais se courbe vers le sud, en direction de l'Antarctique. Cela permet heureusement à l'avion de rester à portée raisonnable de lieux comme la Nouvelle-Zélande ou le sud de l'Amérique. Mais même ainsi, ces itinéraires restent à la limite de ce que la réglementation autorise en matière de sécurité. Le Pacifique Sud n'impressionne pas seulement par son vide. C'est aussi l'une des régions les plus imprévisibles et les plus hostiles du monde sur le plan météorologique. Contrairement au continent, qui possède des milliers de stations météorologiques terrestres,
De vastes zones de l'océan sont à peine surveillées directement. Les satellites aident à combler ce vide, mais les données ne suffisent pas toujours à produire des prévisions précises. Cela devient crucial lorsqu'on parle d'un phénomène qui inquiète tout pilote, les courants jets. Dans le Pacifique Sud, ces bandes de vents ultra rapides peuvent dépasser les 300 km/h, surtout pendant la saison des cyclones entre novembre et avril. Lorsqu'un avion rencontre un de ces courants, il peut subir des turbulences sévères qu'il n'est pas toujours possible d'éviter à l'avance. Les conditions climatiques ont aussi un autre impact, le carburant. Voler au-dessus de l'océan exige une planification millimétrée. Les compagnies doivent calculer non seulement le carburant nécessaire pour la route, mais aussi des réserves supplémentaires pour les détours, attentes prolongées ou imprévues. Dans le Pacifique Sud, ces réserves doivent être encore plus importantes. Et plus de carburant signifie plus de poids, ce qui demande encore plus de carburant. C'est un cercle vicieux qui affecte directement les coûts. Par exemple, un Boeing 787 pourrait nécessiter entre 10 et 15 tonnes supplémentaires de carburant pour traverser cette région, ce qui représente une dépense supplémentaire de 10 000 à 15 000 $ par vol. Dans une industrie où les marges bénéficiaires peuvent être aussi faibles que 5%, ce surcoût compte. Un autre grand défi est la communication. Dans les zones densément couvertes comme l'Europe ou les États-Unis, les avions sont constamment surveillés par radar et en contact radio permanent. Mais dans des régions reculées comme le Pacifique Sud, les pilotes doivent souvent utiliser des fréquences HF, parfois instables, ou compter sur des liaisons satellites. Dans certains secteurs de l'océan, la position d'un avion n'est signalée que toutes les 30 minutes. Certes, la technologie a progressé. Des systèmes comme l'ADS-B permettent aux avions de partager leur position en temps réel avec d'autres avions ou stations au sol. Mais cette technologie n'est pas encore mise en œuvre partout, et elle n'est pas totalement fiable. Malgré tous ces obstacles, certains vols osent traverser le Pacifique Sud. Des compagnies comme LATAM assurent des liaisons entre Santiago et Sydney, Auckland ou Melbourne. Qantas et Air New Zealand relient aussi l'Océanie à l'Amérique du Sud. Mais tous ces vols sont planifiés avec une précision chirurgicale. On trace des routes proches d'îles équipées pour les urgences et on utilise des appareils avec les certifications ETOPS les plus élevées. Prenons un exemple concret. Air New Zealand opère la liaison entre Auckland et New York avec des Boeing 7879 Dreamliners, certifiés ETOPS 330 minutes. Cela signifie qu'ils peuvent voler pendant 5h30 avec un seul moteur. Mais même avec cette capacité, la planification et les précautions sont extrêmes. Ces vols restent l'exception, pas la règle. Et quand ils sont effectués, c'est grâce à une combinaison d'avions de dernière génération, d'une planification rigoureuse et de conditions très favorables. Alors, verrons-nous plus de vols traversant le Pacifique Sud dans le futur? C'est possible. La technologie aéronautique a fait d'énormes progrès. Les moteurs sont plus fiables que jamais. Les systèmes de suivi satellitaire permettent une surveillance presque constante. Et les prévisions météo s'améliorent chaque année. Mais même avec tous ces progrès, certains obstacles ne peuvent être effacés par la technologie seule. La distance entre les points d'atterrissage reste immense. Toute urgence médicale exige toujours une réponse rapide. Emporter plus de carburant augmente considérablement les coûts opérationnels. Et un nouvel acteur entre dans le débat, l'impact environnemental. Les vols ultra longs consomment plus de carburant et génèrent donc plus d'émissions. Dans un monde de plus en plus conscient du changement climatique, cette empreinte carbone devient un facteur critique dans le choix des itinéraires. L'industrie explore de nouvelles pistes, des avions à hydrogène, des logiciels intelligents qui optimisent les itinéraires en temps réel. Tout cela est prometteur. Mais pour l'instant, le Pacifique Sud reste un défi monumental. Une étendue de plus de 30 millions de kilomètres carrés qui nous rappelle qu'en aviation, l'itinéraire le plus direct n'est pas toujours le plus sûr, ni le plus viable. Alors, la prochaine fois que tu verras ton vol faire un grand détour sur la carte, tu sauras pourquoi. Voler, ce n'est pas simplement relier deux points. C'est le faire avec la plus grande sécurité possible. Et voilà. J'espère que ce contenu t'a plu et que tu as appris quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner et d'activer les notifications pour plus de vidéos comme celle-ci. À très bientôt!